Depuis quand je promets cette vidéo déjà? Depuis le mois de décembre? Ouais. Ah, ça va, non? Ça fait seulement 4 mois. Bonjour et bienvenue dans Puff. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la balistique de nos lanceurs préférés. On va voir pourquoi une fusée s'incline au décollage pour finir totalement à l'horizontale, et grosso merdo, on va voir qu'est-ce qu'une orbite. Alors, dans cette vidéo, vous aurez des sources, mais je vais également m'aider beaucoup de mes connaissances, car j'ai beaucoup joué à Kerbal Space Program, et je me suis beaucoup informé sur le sujet indirectement, on va dire. Donc dans cet épisode, je vais m'aider de notre bonne vieille planète, mais également du jeu Kerbal Space Program. Je vous recommande ce jeu, il est parfait pour comprendre la mécanique spatiale et la fuséologie. J'en ai d'ailleurs fait des vidéos dessus, si vous voulez le découvrir plus en détail. Tout d'abord, on va devoir introduire le principe de balistique. Mais alors, qu'est-ce que la balistique? Selon Larousse, la balistique est une science qui étudie le mouvement des corps lancés dans l'espace, et plus spécialement des projectiles de guerre. Bon, en l'occurrence ici, les projectiles seront nos fusées, même si elles ne sont pas destinées à la guerre. Ok, la balistique est l'étude des mouvements des corps. Mais nous avons tous appris qu'un corps, à qui on donne une impulsion dans le vide, se déplace en ligne droite, à la même vitesse, jusqu'à ce qu'une autre force vienne la stopper ou changer sa direction. Sauf que non. Enfin, cette théorie est incomplète, car elle omet une chose très simple, la gravité. Si on lâche un objet à 1 mètre de hauteur, il tombe inexorablement vers le sol. Et c'est avec ces deux théories rassemblées que se joue tout mouvement dans l'univers. La Lune qui tourne autour de notre Terre, qui tourne elle-même autour du Soleil, qui tourne lui-même autour du centre de notre Voie lactée, etc., etc. Laissez-moi vous présenter de façon plus complète le concept grâce à Newton et son expérience de pensée, sobrement appelée canon de Newton. Pour démontrer sa théorie de la gravitation universelle, Newton s'est imaginé un canon qui tirerait des boulets depuis le haut d'une montagne. Selon sa première loi du mouvement, que je vous ai énoncée tout à l'heure, les boulets iraient tout droit, sans s'arrêter dans les tréfonds de l'univers. Mais dans notre réalité, le boulet s'éloigne un petit peu puis s'écrase au pied de la montagne. Et puis, on peut imaginer que le canon est de plus en plus puissant, pour envoyer le boulet à 100, 1000, 2000, 10 000 km, mais toujours le boulet s'écrasera par terre. Ces mouvements, on peut les reproduire tout seul dans notre chambre, en prenant un objet et en le lançant de plus en plus fort pour qu'il décrive à chaque fois une trajectoire en parabole visible à l'œil nu. Et Newton, avec son canon, s'est imaginé qu'au bout d'un moment, le canon serait tellement puissant que le projectile lancé décrirait une courbe infinie autour de la Terre, tombant à la même vitesse que la Terre se dérobe sous lui. L'objet est donc en orbite. Pour bien comprendre comment fonctionne une orbite, il vous faut comprendre le principe de périgée et de apogée. Une trajectoire balistique non orbitale est délimitée en 2 étapes. Après l'impulsion, l'objet va ralentir jusqu'à atteindre son apogée, qui est le point le plus haut entre guillemets de la trajectoire. Et après avoir dépassé cet apogée, l'objet va accélérer à nouveau jusqu'à rencontrer le sol. Si l'objet est en orbite, il va, à partir de l'apogée, avoir une vitesse orbitale qui augmente et une altitude qui diminue jusqu'à atteindre non pas le sol, mais le périgée, qui est le point où la vitesse orbitale est la plus élevée et où l'altitude est la plus basse. Après avoir passé ce point, il va donc redécélérer et monter en altitude jusqu'à atteindre l'apogée, qui est donc le point où l'objet a sa vitesse orbitale la plus faible et l'altitude la plus élevée. Et il va recommencer ce petit cycle de façon infinie. Mathématiquement, les orbites sont des coniques, c'est-à-dire qu'une orbite est une courbe plane de révolution que l'on peut obtenir quand on va déposer un plan sur un ou deux cônes de révolution en fonction de ce que l'on veut obtenir comme orbite. Grâce à certains calculs que je ne détaillerai pas ici, mais que je mets dans les sources et que je vous affiche à l'écran, on obtient une valeur que l'on nomme E et que l'on associe à l'excentricité. Cette valeur est comprise entre 0 et l'infini. Ce sont des nombres naturels. Quand la valeur E est égale à 0, c'est que le périgée et l'apogée sont à la même altitude. L'orbite est donc circulaire. Quand la valeur est comprise entre 0 et 1, l'orbite est elliptique. L'apogée est légèrement plus haut que le périgée. Quand la valeur est égale à 1, l'orbite est parabolique. La petite particularité de l'orbite parabolique, c'est que l'apogée n'existe plus ici, car c'est une trajectoire d'éjection, qui fait que l'objet entre dans la sphère d'influence d'un autre corps, plus gros que lui. Quand la valeur dépasse 1, c'est que la trajectoire est toujours une trajectoire d'éjection, mais elle est dite hyperbolique, car plus importante. Mais maintenant, on va s'attaquer à la partie plus technique. Un lanceur part tout droit pour s'arracher de la gravité terrestre. Ensuite, il va s'incliner pour commencer à créer une courbe, qui va l'aider à se placer en orbite, qui est donc, je le rappelle, parallèle à la Terre si elle est circulaire. Arrivé à l'apogée, il va pousser dans le sens de la marche pour allonger cette courbe et la transformer en orbite. Une fois en orbite, il peut lâcher tous ses moteurs
et se laisser aller sans jamais retomber. Mais admettons que le vaisseau ait toujours du carburant. On veut changer l'altitude de son orbite. Comment on fait? Dans l'espace, pour se déplacer, il faut faire une manœuvre à l'opposé de là où on veut aller. Je m'explique. Quand je lance les moteurs à cette position de l'orbite, dans le sens de la marche, c'est le point opposé sur l'orbite qui augmente en altitude. Pareil, si je décélère, c'est toujours l'opposé de l'orbite qui bouge. Maintenant que nous savons piloter notre vaisseau et jouer avec notre trajectoire, nous voulons faire passer notre vaisseau qui est ici en orbite basse autour de Kerbin à une orbite de transfert elliptique, qui nous emmènerait vers son satellite naturel, qui est Mun. Pour ceci, je donne un coup de gaz dans le sens de la marche, à l'opposé de mon point de rencontre théorique avec la Mun. Attention, je ne vise pas directement la Mun, car celle-ci se déplace autour de Kerbin. Mon orbite devient elliptique et finit par rencontrer la sphère d'influence de la Mun. Je vais arriver dans la sphère d'influence avec une trajectoire hyperbolique, qui me fera aussitôt ressortir de celle-ci si je ne fais rien. C'est pour ça que je donne un coup de moteur dans le sens inverse de la marche au périgée pour rendre ma trajectoire parabolique, puis elliptique et enfin circulaire. Voilà, maintenant vous savez comment on envoie des trucs autour de la Lune, ne me remerciez pas. L'opération que je viens d'effectuer est dite transfert de Hohmann, du nom de Walter Hohmann, qui est un ingénieur allemand. Cette technique est utilisée pour transférer un objet d'une orbite circulaire A à une orbite circulaire B, d'une altitude différente, en passant donc par une orbite elliptique intermédiaire. Ça permet d'aller vers la Lune, de faire un rendez-vous avec une station spatiale, ou simplement de changer l'altitude de son orbite tout en ayant une consommation de carburant faible. C'est tout le concept de la manœuvre, c'est de ne pas devoir piquer droit vers sa cible et consommer une quantité de carburant hallucinante. Vous aurez compris que gérer la mécanique orbitale n'est pas une mince affaire. Un moyen de mieux la comprendre est de jouer à Kerbal Space Program. Je vous conseille très fortement ce jeu car il vous permettra de jouer avec chacun des aspects et des mécaniques de ces sciences magnifiques à mes yeux, la physiologie et la balistique. Vous avez une étoile nommée Kerbal, autour de laquelle gravite Kerbin, et ses voisines Mo, Eve, Duna, Dress, Joule et Ilu, qui sont donc des représentations plus ou moins fidèles de Mercure, planète très peu habitable démarrant le système solaire, Vénus avec son atmosphère infernale, la Terre abritant la vie, Mars, la planète rouge, Cérès, la planète naine de la ceinture d'astéroïdes, Jupiter avec ses nombreuses lunes et Pluton, la petite dernière du système solaire. Dans ce jeu, vous aurez toujours moyen d'atteindre vos objectifs, avec un peu de persévérance et de réflexion. Je vous mets, pour vous aider dans votre formation spatiale, de bons tutos pour débuter le jeu en description. Sur ce, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, et rejoindre mon Discord, c'est très important. D'ailleurs, les gens sub et VIP ont eu l'occasion de voir la vidéo en avant-première sur Discord. Donnez-moi des idées de puff dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine sur Twitch ou sur Discord. À la semaine prochaine!